mieux, vous me recevez? Oui, c'est bon pour tout le monde? C'est super, merci beaucoup Mohamed. Parfait. Ok, super, super. Donc, on va commencer dans ce cas. Donc, encore une fois, tout mon plaisir d'être ici et de partager ce moment d'échange avec vous. Donc, on va traiter du fait religieux musulman en contexte ouest africain. Donc, de toute façon, l'affaire, ICAO travaille également sur cette problématique du fait religieux musulman en contexte ouest africain, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays de la sous-région. Et moi, je vais parler de la communauté chiite du Sénégal. Je vais, juste un instant, j'ai mon fils ici. Donc là, mon propos va se décliner comme suit. Donc, dans un premier temps, je vais très rapidement faire une petite introduction. Donc, ce sera très, très laconique. Ensuite, il me semble important, c'est pour ces raisons que j'ai décidé de construire le plan ainsi, de faire un rappel sur l'islam au Sénégal, parce qu'on ne peut pas parler des chutes du Sénégal sans faire un travail de contextualisation. Et lorsqu'on parle d'islam au Sénégal également, on ne peut pas ne pas parler d'islam confrérique. Donc, pour moi, il est important aussi de revenir sur la notion de confrérie. C'est pour cette raison que, dans un premier temps, je vais faire ce rappel sur l'islam au Sénégal, revenir sur la notion de confrérie. Sur l'islam confrérique au Sénégal, les différentes confréries qui composent le paysage religieux sénégalais. Et ensuite, je vais en venir sur les origines du chiisme, parler de la communauté chiite du Sénégal, ensuite faire la différence entre les minorités religieuses et les communautés de musulmans minoritaires, vu que moi, le concept de minorité religieuse me pose beaucoup de problèmes, donc je n'utilise pas ce concept, mais bon, on aura l'occasion bien évidemment d'en reparler tout à l'heure. Donc revenir sur les chiffres concernant le schisme, la diffusion du schisme au Sénégal et sa médiatisation, les acteurs qui sont les plus connus, les plus visibles, les plus médiatisés, et le rapport que ces acteurs ont aux médias. Donc voilà, donc on va commencer par le préambule. Sur ce point, ce que je peux dire, c'est que mon propos va porter sur une thématique qui, il me semble, est très peu abordée dans les recherches en sciences sociales et religieuses consacrées aux faits religieux musulmans en contexte ouest africain. Et bien évidemment, il faut souligner qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui portent sur les groupes religieux islamiques, mais il y a relativement peu d'attention a été accordée jusqu'à maintenant dans la littérature académique aux minorités religieuses musulmanes. Même s'il est possible, disons, d'accepter quelques travaux, en l'occurrence les travaux de Mara Leitman, qui a déjà travaillé sur les schismes. D'ailleurs, c'est la chercheuse qui a le plus travaillé sur les chiites sénégalais. Et un historien qui s'appelle Macoumba Diop également, qui a travaillé sur cette question en 2013 et en 2018, qui est d'origine sénégalaise. Or, de mon point de vue, le fait de ne pas investir, disons, ce terrain, cette problématique, ce champ, ne fait que renforcer les lacunes empiriques, épistémologiques et théoriques sur cette problématique. D'autant plus que pour moi, bon, je pense qu'il est essentiel lorsqu'on s'intéresse aux faits religieux musulmans en contexte ouest africain, sénégalais en particulier, de considérer toutes les communautés religieuses, qu'elles soient minoritaires, marginales ou majoritaires, et de ne pas s'en limiter à celles majoritaires d'une visibilité, d'une audibilité et d'une reconnaissance publique. Donc ça, je tenais quand même à faire cette introduction et il me semble que c'est important de préciser ces quelques éléments. J'en viens maintenant au rappel sur l'islam au Sénégal. Donc, je vais commencer par la notion de confrérie, parce qu'au Sénégal, on parle d'islam confrérique. Pour celles et ceux qui sont familiers au Sénégal, sans doute, donc, ils sont au fait de cela. Et sur ce point également, ce que je peux dire, c'est que les confréries religieuses existent depuis l'Antiquité, bien avant l'avènement du christianisme et de l'islam. Et ces confréries païennes offraient aux initiés de tel ou tel culte à mystère le cadre confraternel de célébration de leur dévotion en des rassemblements ponctués d'agapes. L'agape, ce sont des repas qui se faisaient de manière très conviviale, de manière très chaleureuse. Et dans la Rome antique, d'ailleurs, ces confréries se sont beaucoup répandues en Rome antique, donc presque dans toutes les provinces de l'Empire.
et ces groupes s'appelaient des collèges ou sodalités, donc du latin sodalitia. Et s'agissant de l'islam maintenant, pour rappel, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est dans la dernière phase du développement du soufisme, parce que le développement du soufisme, il y a 3 phases. Donc la première phase, c'est 8e siècle, 10e siècle JC. Nous avons une deuxième phase, 10e, 13e siècle JC, et ensuite une dernière phase, donc 13e siècle à nos jours. Et c'est, disons, dans la dernière phase du développement du soufisme, c'est-à-dire 13e siècle à nos jours, qu'on a commencé à voir la consolidation de ce qu'on peut appeler les confréries ou les ordres confrériques islamiques. Et ces ordres confrériques se présentent sous la forme de structures communautaires. C'est comme des réseaux finalement, ce sont des réseaux, comme un réseau social, c'est-à-dire un ensemble de relations sociales, comme des réseaux communautaires de type congrégation religieuse chrétienne. Donc, disons, les congrégations religieuses chrétiennes ont beaucoup influencé, disons, ces confréries sur la manière bien évidemment de s'organiser, de s'établir et d'être en réseau. Et ici, la première chose à relever et à observer est que l'évocation de ces concepts de confrérie et de confrérie religieuse renvoie d'emblée à l'univers chrétien, où la confrérie donc, désigne d'abord une association de laïcs fondée sur des principes religieux dans un but charitable ou de piété. Donc, mais il va de soi aussi qu'il ne s'agit pas de confondre les confréries islamiques et les congrégations religieuses chrétiennes, tout comme il n'est pas possible de confondre le christianisme et l'islam. Le plus important pour moi, c'est d'essayer tout simplement de montrer la relation qu'il y a entre les deux. C'est pour cette raison que je les traite ainsi. Pour en revenir maintenant à l'islam, ce qu'il faut souligner, c'est que bien avant le développement des confréries religieuses qu'on observe aujourd'hui, les seules manifestations collectives en communauté du soufisme, le tasawwuf, s'est résumé à la vie de cercles restreints, plus ou moins restreints plutôt, des pionniers du tasawwuf primitif, vu qu'on a dit que le soufisme, il y a 3 phases. Donc, il y a une première phase, une deuxième phase et une dernière phase. Et c'est durant cette dernière phase que les confréries religieuses islamiques se sont développées, où l'on voyait des disciples qui se regroupaient autour d'un maître, donc en arabe c'est ce qu'on appelait le murshid ou le cheikh, donc murshid en arabe, à qui ils prêtaient un serment d'allégeance empreint de solennité. Et cette catégorisation, cette manière de faire peut se rapprocher de la catégorisation proposée par Spencer Trimingham dans son ouvrage The Sufi Order in Islam. C'est un ouvrage qui est paru dans les années 70, il me semble, qui est très intéressant. Et Trimingham nous dit finalement qu'il y a 3 strates, 3 stades ou 3 étapes si vous le souhaitez. Donc, première phase où il parle de stade Hanaka, phase où le disciple soufi se soumet encore principalement à Dieu, du stade de Tariqa, où ce dernier se soumet surtout à une règle de spiritualité, et du stade de Taïfa, donc où il se soumet à une personne, en l'occurrence le cheikh. Donc en islam, ce qu'on peut relever et retenir, c'est que le vocable confrérie désigne avant tout une organisation de dévotion et de solidarité fraternelle, regroupant des fidèles affiliés à une tariqa, au pluriel des tourours, donnée et qui est fondée par un cheikh qui en est le saint patron et dont le successeur en exercice devient le cheikh tout-puissant. Mais ce qu'il faut surtout relever, c'est que ces confréries islamiques répondaient d'abord, donc lorsque ces confréries avaient été mises en place, à un certain besoin de prise en charge socio-éducative. Ça, c'est important de le souligner, d'intégration, d'organisation et de rassemblement des masses croyantes. Surtout, elles fournirent aussi au soufisme populaire, donc c'est-à-dire la dernière phase du soufisme, l'encadrement social qui lui manquait et jouait de premier plan de plusieurs peuples aux 4 coins du monde. Un autre élément qui me semble essentiel à souligner, c'est que
Vous me recevez toujours? Ça va? Vous me recevez? Il ne s'est pas coupé pour l'instant? Ok, super. Un autre élément à relever, c'est qu'à l'origine, lorsqu'on parlait du soufisme, parce qu'on a dit qu'il y a plusieurs phases. Une première phase, 8e, 10e siècle, une deuxième phase, 10e, 13e, et une dernière phase, 13e siècle à nos jours. Et durant ces deux premières phases, donc lorsqu'on parlait du soufisme, disons que le véhicule doctrinal, si je peux parler de véhicule doctrinal, était la notion d'union avec Dieu, voire d'association. C'est comme si on faisait, disons, on s'associait à Dieu pour ne qu'être qu'un. C'est pour cette raison qu'on parle d'union avec Dieu. Donc, au départ, c'était ça, c'est-à-dire le véhicule doctrinal du soufisme était la notion d'union avec Dieu. Et bien plus tard, les ordres confrériques ou les confréries vont y rajouter un autre aspect, et c'est cet aspect qui est relatif au fameux culte des saints. Donc, c'est ce qu'on appelle le wali ou l'awliya. Et donc, l'une des marques finalement de la dernière phase du développement du soufisme confrérique consiste à investir le prétendu saint de dons surnaturels, de la capacité à accomplir des merveilles et des miracles et du pouvoir d'intercession au jour du jugement dernier. Et sur ce point, il y a Jean-Luc Truyot dans l'ouvrage collectif Le temps des marabouts que je vous suggère de lire pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, qui est très intéressant. Donc, nous renseigne que cette figure charismatique dont le tombeau devient le lieu de pèlerinage est réputée détenir et transmettre la baraka, une bénédiction d'origine divine qui confère à son détenteur et à ses successeurs des pouvoirs particuliers de protection, de clairvoyance et de guérison. Ces saints appartiennent à ce courant d'islam sunnite qualifié de soufisme qui représente une tendance ésotérique et mystique face à l'autre extrême, à des courants littéralistes attachés à la lecture pure du Coran et de la Sunna et qui voient dans ces enseignements soufis des dérives idolâtriques étrangères à l'islam authentique. Et sur ce point, donc, il dit que les wahhabites saoudiens représentent de mieux cette tendance. Aussi, toujours sur ces confréries islamiques, il est important de faire observer que ces confréries ont chacune son wird spécifique, donc notamment oraison, remémoration des versets du Coran et de nom de Dieu, prière sur le prophète et ses compagnons, sa famille également, qu'elles acquittent à des moments très déterminés. Et dans le langage commun, ce wird on est arrivé à se confondre avec la tariqa, entendue à la fois comme voie de perfectionnement spirituel et comme organisation sociale structurée, vu que les tariqas sont également des réseaux, au point finalement que les deux termes, que tariqa et wird finalement se confondent et sont devenus synonymes, ce qui signifie finalement que prendre le wird de Tidjan étant équivalent ou renvoyant à entrer dans la tariqa Tidjaniya. Donc, enfin, avant d'en venir à cette partie-là, il me semble aussi important de souligner un point, un dernier point, toujours sur ces confréries religieuses musulmanes. C'est tout simplement de dire que la question des confréries religieuses islamiques ou les confréries islamiques et leur diversité fait écho, vu qu'on va parler du chiisme, à une autre modalité de la variété des courants et des écoles doctrinales qui, à tort ou à raison, se réclament tous de la tradition du prophète, donc Mohammed. Et c'est bien connu que la classification habituelle faite est celle qui distingue les adeptes du sunnisme, qui sont estimés à plus de 85% de la Oumma, de ceux du chiisme qui sont minoritaires, ils sont estimés à environ à 15%. Et parmi donc, cette communauté chiite, on a les chiites duodécimains, donc comme au Sénégal, ou schisme imamite. Nous avons ce qu'on appelle les chiites septimains ou ismaélisme, et il y a également un courant encore minoritaire qu'on peut qualifier de zaïdisme, ceux qui appartiennent au zaïdisme. Donc, disons, concernant le schisme, nous avons ces trois courants-là. C'est un réseau minoritaire, mais parmi ces réseaux, nous avons encore des sous-réseaux. Le réseau des chiites duodécimains, qui est le réseau majoritaire, le réseau des chiites septimains, qui croient en l'existence des 7 imams, et duodécimains en l'existence des 12 imams, et ensuite encore un autre courant davantage minoritaire qu'on peut qualifier de zaïdisme. J'en viens maintenant à l'islam confrérique au Sénégal,
Et sur ce point, ce qu'il faut souligner, c'est que le Sénégal est un pays à grande majorité musulmane. Les musulmans sont estimés à environ 97% de la population et l'islam a quand même réussi à imprimer au Sénégal une trace indélébile depuis le XIe siècle. De toute évidence, l'empreinte du sunnisme y est historiquement ancrée, tant dans la période coloniale que durant la colonisation, notamment avec l'établissement et la mise en place de ce qu'on appelle chez nous Dara en Wolof, donc ce qui sont les écoles d'enseignement coranique, comme Pire, donc, qui a été fondée en 1603. Pire, c'est une ville qui se trouve à peu près à une cinquantaine de minutes de Dakar, à 1 heure de Dakar. Koki, qui a également été donc mise en place en 1700. Mais surtout la forte éclosion de confréries religieuses d'obédience soufie, portées par des figures charismatiques telles que El Hadj Omar Tall, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, donc qui est à la base de la confrérie mouride, le mouridisme ou la mouridia, je vais revenir sur ça tout à l'heure, et El Hadj Malick Sy, etc. Et aujourd'hui, c'est sans doute pour cette raison que la plupart ou la majorité des musulmans sénégalais donc, est affiliée à divers degrés à une des toulours soufis présentes sur l'échiquier religieux. Et comme je le disais, il y a d'usage d'ailleurs, et c'est communément admis que lorsqu'on parle de l'islam au Sénégal, on parle d'islam confrérique, du fait de cette appartenance des Sénégalais aux confréries religieuses, parce que finalement, les Sénégalais ne se reconnaissent que dans cette confrérie, même si nous avons un courant minoritaire, je vais y venir dans un instant. Et les principales confréries sont la Khadriya, la Tidjaniya, la Mouridia, la Yénia. Et sur ce point, donc, je ne peux pas avancer de chiffres donc, sur la répartition, donc c'est-à-dire en termes de pourcentage, dire il y a combien de pourcents de Sénégalais qui sont affiliés à la Tariqa Khadriya, combien de Sénégalais affiliés à la Tidjaniya, qui sont des confréries, à la Mouridia, à la Yénia, parce que tout simplement, il n'y a pas de statistiques sur ça officielles, donc d'après l'Agence nationale de la statistique. Il faut aussi faire remarquer que depuis la fin des années 1970, il existe un pluralisme religieux qui se traduit par la prolifération de courants réformistes sous l'influence des idéologies salafistes et wahhabites. Et l'on note ainsi des courants réformistes qui rassemblent des musulmans qui ne sont pas affiliés à des confréries finalement. C'est pour cette raison que je parle de mouvements aconfrériques. Donc, ce sont des mouvements qui ne s'affilient pas à des confréries. Et le mouvement le plus connu et le plus implanté au Sénégal, c'est le mouvement Jamatou Ibadur Rahman, qui signifie, donc c'est une expression coranique qui littéralement signifie communauté des serviteurs du tout miséricorde. Donc, ce mouvement a été créé il me semble, le 30 janvier 1979 dans la ville de Thiès. Thiès également, c'est à peu près à 45 minutes de Dakar. Donc, c'est une organisation aconfrérique. Donc, c'est un mouvement qui connaît un très fort engouement auprès de beaucoup de jeunes sénégalais qui ne se reconnaissent pas forcément dans les confréries religieuses traditionnelles. J'en viens maintenant aux origines du chiisme. Là également, forcément, ce ne sera pas exhaustif. Donc, mais je pense que quand même, je vais essayer de synthétiser pour vous faire part de l'essentiel. Et sur ce point, sur les origines du chiisme, ce qu'on peut dire, c'est que le chiisme est la principale branche dissidente de l'islam. Et les causes de cette dissidence sont liées à un problème de succession du prophète Mohammed à la tête de la Oumma. Donc la Oumma islamique, c'est ce qu'on appelle la communauté des croyants. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans le Coran, on dit que les musulmans sont frères et sœurs. Donc ce qui signifie finalement que normalement, c'est une communauté qui doit être solidaire et qu'il ne doit pas y avoir de division, de scission. C'est normalement ça l'essence de la Oumma, mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, qu'il y a des scissions, des divisions, et même au sein des confréries, il y a des problèmes, des tensions, des schismes. Donc, comme je l'ai dit, donc, un problème de succession du prophète Mohammed à la tête de la Oumma, plus qu'à des divergences d'ordre doctrinal, même s'il faut relever que d'un point de vue cultuel, il y a des différences en termes de pratique entre les sunnites et les chiites, notamment sur la manière de faire les ablutions, sur la manière de jeûner, sur la manière de prier. Donc, ce sont des musulmans. Moi, je suis musulman sunnite.
de naissance sunnite. Donc, mais je veux dire, on est des musulmans, mais il y a une différence quand même donc, en termes de pratique. Et pour en revenir donc à l'origine du schisme entre ces deux courants de l'islam, je dois rappeler que cela remonte à la mort du prophète en 632. Et à sa mort se posa une question très simple. Qui sera le successeur le plus légitime pour diriger la Oumma, donc la communauté des croyants? Selon les sources sunnites, et ça c'est ce qui est généralement repris par les historiens, donc en tout cas dans les travaux, le prophète ne laissa aucune instruction au sujet de sa succession à ce sujet. Quant aux partisans de Ali, qui était le cousin et gendre du prophète, mari de Fatima. Fatima, c'était la fille du prophète, Mohammed. Et selon ces partisans Ali, qu'on nomme aujourd'hui les chiites d'ailleurs, et ça vient de l'arabe Shiat al-Ali, ils estimèrent que le calife, donc le leadership, ne devait revenir finalement qu'aux descendants directs du prophète, c'est-à-dire les gens de la maison, ce qu'on appelle les Ahlul Bayt, même si de manière critique cela peut poser problème, parce que finalement, lorsqu'on dit les gens de la maison, bon, ça peut être quand même très hétérogène. Donc, je veux dire, il peut y avoir la famille du prophète, il peut y avoir également des gens qui étaient peut-être des jardiniers, je ne sais pas, des cuisiniers. Donc voilà, ça, c'est tout simplement une digression que je me permets de faire de manière critique. Donc voilà, parce que les gens de la maison, quand même, je trouve que c'est pas très précis. C'est pour cette raison d'ailleurs que pour les chiites, Ali est le premier imam. Donc cette branche chiite est considérée, juste un instant. Voilà, cette branche chiite donc, est considérée comme hérétique par les sunnites. Donc voilà, donc du fait de cette diffusion, parce que les sunnites ne souscrivent pas à ces théories comme quoi le prophète avait donné une instruction. Donc les chiites attribuent à Ali, qui était le gendre du prophète, une sainteté éminente et un rôle presque égal à celui du prophète. Il lui confère également un droit absolu à la direction spirituelle de la communauté, ainsi qu'à ses descendants en ligne directe, c'est-à-dire les imams qui sont choisis selon un principe héréditaire. Et la place également des imams dans le schisme est centrale, puisqu'il continue le cycle des prophètes qui, pour les sunnites, est clos avec le prophète Mohammed, donc avec sa mort. Les imams, tout comme le prophète, sont considérés comme infaillibles. Ali également est considéré comme infaillible parce que cette notion d'infaillibilité est très prégnante dans le schisme, ce qui ne l'est pas dans le sunnisme, alors que les sunnites n'admettent l'infaillibilité du prophète en état de prophétie et ne reconnaissent aucun statut divin aux imams. Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir sur cette question, c'est que les chiites, dès le départ, ne reconnaissent que les descendants directs de Ali. Les chiites ne reconnaissent que les descendants directs de Ali. J'en viens maintenant à la partie sur la communauté chiite du Sénégal. Je vais me permettre ici, tout à l'heure, j'ai oublié de le mentionner en introduction, je vais me permettre tout simplement de revenir sur la méthodologie qui sous-tend ce travail de recherche. Donc, et sur ce point, avant de développer et de dire ce que je pense du concept de minorité religieuse et pourquoi je préfère ne pas convoquer ce concept et utiliser le concept de communauté de musulmans minoritaires, le rapide panorama que je suis en train de donner, d'exposer, n'est en aucun cas exhaustif. Ça, je tiens à le souligner et ne prétend répondre à toutes les questions que l'on pourrait se poser sur cette problématique. C'est plutôt un premier pas dans l'étude de ce phénomène, de cette problématique qui, bien évidemment, par la suite, exige des travaux beaucoup plus poussés. Et les quelques informations que nous avons pu rassembler ici ont été obtenues à la suite d'entretiens semi-directifs réalisés à Dakar, mais également ces informations ont été obtenues aussi par le biais d'une revue de la littérature, d'articles scientifiques, d'articles généralistes et d'articles de presse. Sur les minorités religieuses, je tiens à souligner que moi, lorsque je vais parler des chiites du Sénégal qui constituent une minorité par rapport à la communauté sunnite majoritaire,
je ne vais pas utiliser le terme de minorité religieuse. Je vais plutôt utiliser le terme de communauté de musulmans minoritaires qui me semble beaucoup plus approprié. Parce que le terme de minorité religieuse pose plusieurs problèmes à mon avis. Déjà, Anne-Laure Willing, dans l'ouvrage collectif Minorité religieuse, religion minoritaire dans l'espace public, avait déjà souligné que le terme de minorité religieuse pose problème. Donc ça, elle l'avait déjà souligné et je le partage très sincèrement. Donc d'une part, cela pose problème parce que les minorités religieuses se présentent sous des dogmes hautement variables selon les lieux, les époques, les contextes sociopolitiques, etc., culturels. Et sur ce point, moi, je pense que qualifier indistinctement sous un même vocable les Rohingyas musulmans de Birmanie qui sont opprimés et persécutés, les 8 musulmans de Chine qui sont opprimés et persécutés, les Tamouls musulmans du Sri Lanka et les chiites du Sénégal, de minorités religieuses musulmanes, donc c'est-à-dire dire que les 8 sont des minorités religieuses musulmanes, les Tamouls sont des minorités religieuses musulmanes, les 8 musulmans et les chiites du Sénégal, peut prêter à confusion, surtout si l'on sait qu'il y a des minorités religieuses musulmanes qui sont stigmatisées, qui sont vulnérables, et d'autres qui sont socialement, économiquement et politiquement défavorisées, et d'autres encore qui ne souffrent d'aucune forme de discrimination, ni de rejet, et qui pratiquent leur religion en toute liberté. Donc, c'est le cas des chiites du Sénégal. Deuxièmement, c'est un fait bien connu qu'il existe des communautés qui sont numériquement majoritaires, mais qui ne sont pas minorisées, non, qui sont numériquement majoritaires, mais qui sont minorisées car dominées et marginalisées socialement et politiquement d'ailleurs. Et sur ce point, je pense que l'exemple sud-africain est éloquent, c'est-à-dire les Noirs sont majoritaires en Afrique du Sud. Et il y avait une minorité de Blancs durant l'apartheid, et c'est cette minorité qui était donc disons, la classe dominante, en tout cas qui avait ce pouvoir de domination. Le rapport de domination s'exerçait donc sur les Noirs qui étaient les dominés. Et troisièmement, un aspect qui me semble important aussi de relever, et ça c'est toujours dans cet ouvrage collectif, Lionel Obadia, qui souligne que les religions même, de par leur diversité, fabriquent des collectifs minoritaires qui peuvent échapper à la classique domination dominant-dominé. Quoique ce concept de minorité religieuse soit labile et recouvre un contenu sémantique qui va au-delà de sa seule dimension étymologique, moi j'ai choisi de mettre l'accent sur le variable purement numérique dans le cadre finalement de cette étude. Et dans ce cadre, il convient de préciser que le dénominatif communauté de musulmans minoritaires n'inclut véritablement que les collectifs de musulmans se trouvant dans une situation de minorité numérique dans sa stricte acception étymologique. En conséquence, les membres de ces communautés de musulmans minoritaires, dans d'autres pays, peut-être qu'il y a des communautés de musulmans minoritaires, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les musulmans qui appartiennent aux communautés de musulmans majoritaires. Par communauté de musulmans majoritaires, j'entends tout simplement les musulmans qui sont majoritaires et qui forment des réseaux et qui sont dans une situation de majorité numérique tout simplement par rapport à d'autres musulmans. Et à titre d'exemple, si on prend l'exemple du Sénégal, on peut dire que les sunnites qui sont majoritaires font partie des communautés de musulmans majoritaires et les chiites font partie des communautés de musulmans minoritaires. J'en viens maintenant aux chiffres. Sur ce point, il faut relever qu'il n'y a pas de statistiques officielles sur les chiites ni les sunnites. Donc, les musulmans chiites appartiennent à un public numériquement donc minoritaire, comme je l'ai dit, et il n'y a pas d'indicateurs ni de statistiques fiables, ni d'études sociologiques qualitatives approfondies donc, sur cette communauté. Et d'ailleurs, donc, cela a été confirmé par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. J'en viens maintenant à la diffusion du chiisme au Sénégal. Donc là, ce
qu'on peut dire au Sénégal et même dans le monde, c'est que cette diffusion est intimement liée et cette médiatisation sur la scène internationale est intimement liée à la révolution islamique iranienne de 1979. Donc, c'est durant la révolution de 1979 que l'islam chiite est apparu sur la scène politique internationale et médiatique. En effet, donc, cette révolution marqua un tournant majeur dans la production de la connaissance scientifique et médiatique sur le schisme en général et sur le schisme d'Iran en particulier. Pour rappel, après 15 ans d'exil en Turquie, ensuite en Irak et ensuite en France, l'Ayatollah Khomeini retrouve son pays et décide de rentrer. Donc ça, c'est après 15 ans d'exil. Donc, en rentrant, il était en France. Donc, il quittait la France pour retourner donc, en Iran, où il est accueilli par une foule immense venue donc l'accueillir à l'aéroport de Téhéran. Ce retour triomphal intervient donc quelques semaines après la chute du Shah Mohammad Reza. Donc, en Iran, il y avait une dynastie, c'est ce qu'on appelle la dynastie des Pahlavis. Et donc, le Shah, à l'époque, qui a été renversé, s'appelait Mohammad Reza. D'ailleurs, il a été contraint à l'exil. Et cette révolution, en même temps, a mis fin à la dynastie impériale donc, des Pahlavis. Donc, dans beaucoup de pays à majorité musulmane, cette révolution iranienne est accueillie comme un triomphe, voire un renouveau de l'islam. À travers le discours de l'Ayatollah Khomeini, on pouvait relever quand même une certaine volonté d'aller au-delà de cette dichotomie, de cette différenciation entre chiites et sunnites. Et son objectif, donc lui, donc dans sa démarche idéologique, c'était d'essayer d'aller au-delà de cette dichotomie pour finalement dire que finalement la Oumma musulmane, elle est unique, elle est solidaire. Et sur ce point, Olivier Roy, donc, dans un article consacré à la question, renseigne que la révolution islamique d'Iran ne s'est jamais voulue chiite, donc elle s'est toujours définie comme avant-garde de la Oumma de tous les musulmans. Donc, mais les réseaux qui l'ont porté en Iran et qui ont favorisé son expansion à l'étranger ont été essentiellement chiites. Donc, il est aussi donc, important de souligner que la révolution islamique coïncide avec un autre événement majeur dans le domaine religieux, c'est l'élection du pape Jean-Paul II en septembre 1978. Au moment où Khomeini quitte la France, le pape Jean-Paul II est en visite au Mexique. Donc, il est en visite au Mexique où il est accueilli par des foules en liesse. En même temps, donc Khomeini, lui également, rentre en Iran et il fut également accueilli par une foule en liesse. Et tout de suite se met en parallélisme finalement. Il y a une sorte de parallélisme qui se met entre Jean-Paul II et Khomeini. Et Khomeini apparaît comme le nouveau pape de l'islam. Donc Khomeini devient l'incarnation de la religion musulmane, adulée par des centaines de millions de musulmans à travers le monde. Le Sénégal ne fait pas exception. Au Sénégal, donc ce retour de Khomeini a été très médiatisé. Ça a été médiatisé donc, ici au niveau de la presse. Et sur ce point, il y a un journal qui s'est distingué, et ce journal s'appelait Le Musulman. Donc, Le Musulman, qui était l'organe de presse du mouvement. J'ai parlé de ce mouvement tout à l'heure en préambule. Donc, lorsque je parlais des confréries religieuses sénégalaises, j'ai dit qu'il y a des Sénégalais qui sont aconfrériques et finalement qui forment des mouvements, des réseaux. Et donc, parmi ces réseaux, on peut citer le mouvement Diamant Ibadur Rahman. Donc, le journal des musulmans, c'était l'organe de presse du mouvement Diamant Ibadur Rahman. Et ce journal, et ce mouvement et d'autres journaux ici au Sénégal ont joué un rôle important dans la médiatisation et la diffusion du schisme au Sénégal. Donc, sur ce point, nous avons deux témoignages de chiites donc, avec qui nous avons discuté ici, à Dakar. Et le premier nous dit que dans cette période, il y avait un journal important, Le Musulman, qui avait consacré de longs développements à la révolution iranienne. Donc, c'est par ce biais que j'ai appris beaucoup de choses sur l'Iran. Et en deuxième, Kounidi, je fais partie de cette génération de jeunes Sénégalais qui ont découvert le schisme grâce à la révolution de 1979, mais surtout la figure charismatique de l'imam Khomeini. Je viens d'une famille sunnite, mais je me suis tourné vers le schisme en 1988, que je considère comme l'islam authentique.
Donc là, on s'aperçoit que ces deux Sénégalais-là qui se sont convertis au schisme étaient des sunnites à la base. Donc ces deux gens, donc ces deux interviewés. Donc, il y a également un autre aspect qui est important toujours dans cette diffusion du schisme au Sénégal, sa médiatisation. À l'époque, l'ambassade d'Iran à Dakar également a constitué un rôle important dans la diffusion de l'idéologie chiite. Donc, c'est ce que cet autre interviewé nous dit, que quelques années après la Révolution, qu'il fréquentait l'ambassade d'Iran pour se documenter, trouver de la littérature gratuite. Il se rappelle y avoir lu un ouvrage de Mohamed Bakir al-Sadr, il me semble d'ailleurs que cet ouvrage est toujours disponible en ligne, de schisme, prolongement naturel de la ligne du prophète, qui a représenté un vrai déclic dans son cheminement de conversion. Donc, sur la diffusion, donc c'est foncièrement lié à la révolution de 1979, mais également un autre aspect important dans le cadre sénégalais. Donc, cette diffusion est liée à la migration libano-syrienne. Donc, au Sénégal, il nous compte beaucoup de migrants libano-syriens, et cette migration date des années 1880. Et cette communauté libano-syrienne est composée majoritairement de chiites. Donc, quasiment les 100% de cette communauté sont des chiites. Donc, mon premier élément de diffusion, c'est la révolution iranienne. Le deuxième élément de cette diffusion, c'est lié à l'immigration libano-syrienne au Sénégal. Et cette migration date des années 1880. Ce qui signifie finalement que les premières manifestations du schisme au Sénégal sont bien antérieures à la révolution iranienne de 79. Donc ça, c'est important de le souligner. Et Mara Leitman, je disais qui a travaillé sur cette question, que les musulmans chiites au Sénégal, les Libanais en tout cas, sont presque 100% chiites, souligne que 90% d'entre eux, de cette communauté, donc 90% est chiite, et qu'il y a une minorité finalement de sunnites et une famille druze. Il y a également un autre important, donc un premier élément, c'est lié à la révolution iranienne de 1979. Deuxième élément, c'est l'immigration libano-syrienne, donc les premières manifestations du schisme au Sénégal, sa diffusion, donc c'est bien antérieur à la révolution de 1979. Mais un autre élément également, ça c'était dans les années 2010, un débat télévisé au Sénégal, qui va davantage accentuer d'ailleurs cette médiatisation du schisme. Et dans le cadre d'un débat télévisé à l'époque, il me semble que c'était en 2009 ou 2010, l'un des dignitaires de la communauté chiite, donc il y a deux communautés chiites au Sénégal, la première, je vais y venir tout de suite, et l'autre communauté, c'est la communauté Mosdaïr. Et l'un des membres de cette communauté Mosdaïr, un cheikh, avait soutenu que l'islam admet la légitimité du mariage temporaire, mariage contractuel ou mariage par plaisir, lequel serait pratiqué dans plusieurs pays musulmans, tels que l'Iran. Et ces propos ont été source de polémiques et ont occasionné une vague d'indignation des leaders religieux sunnites, mais également d'une grande partie de la communauté sénégalaise sunnite. Donc également, cet événement a encore une fois participé à la médiatisation du schisme au Sénégal. Donc le premier élément sur sa diffusion, c'est la révolution de 1979. Le deuxième élément, c'est lié à l'immigration libanaise. Et le troisième élément, donc cette dispute, cette polémique finalement sur ce mariage religieux temporaire qui est autorisé par l'islam et qui a été défendu par un leader religieux sunnite, et ce que refute et ce qu'avait déploré donc la communauté sunnite du Sénégal. Donc bien évidemment qui ne souscrivait pas à cette déclaration. J'en viens maintenant aux acteurs. Sur les acteurs, nous avons au Sénégal deux grandes figures religieuses chiites qui ont réussi à quand même gagner une certaine visibilité en tant soit peu conséquente, que ce soit public et médiatique. Le premier, c'est le cheikh Mohamed Zain. Donc ce cheikh, c'est le cheikh de la communauté chiite libano-sénégalaise. Et l'autre cheikh, c'est Chérif Ali Haïdara, qui est le guide religieux de la communauté Mosdaïr. Donc, il est le leader religieux chiite le plus influent et le plus médiatisé. Juste pour information, donc moi, les entretiens que j'ai menés, je les menais avec les membres de cette communauté Mosdaïr, pas avec les membres de la communauté libanaise, qui est une communauté fermée.
Donc, Chérif Ali Haïdara a grandement participé à la diffusion du chiisme au Sénégal. Donc, Cheikh Mohamed Zeyn, donc, je vais me permettre de dire 2-3 mots sur lui. Donc, il est d'origine libanaise, donc il vient de Liban, donc c'est un cheikh également, qui est arrivé au Sénégal dans les années 1970. Il est à la tête de l'ONG Institut islamique et social, et il s'est vu également attribuer le titre de calife généraux des chiites par certains califes sunnites des confréries religieuses musulmanes à l'époque. En l'occurrence, il s'agit de Serigne Saliou Mbacké et du calife de la Tariqa Tijaniyya, donc de l'époque Serigne Mansour Sy. Et disons, cette reconnaissance finalement, le fait qu'il soit reconnu comme le guide religieux légitime d'une certaine manière, et ça de manière officielle par ces deux khalifes-là, même si tous les khalifes donc, ne l'avaient pas, en tout cas ne l'avaient pas reconnu, participe d'une certaine manière à sa médiatisation, la médiatisation de ce cheikh. Donc ensuite, là, je vais davantage parler de Chérif Ali Haïdara, qui est le guide de la communauté Mosdaïr. Donc, comme je le disais, il est le leader religieux chiite le plus influent et le plus connu. Chérif Ali Haïdara est d'origine sénégalo-mauritanienne. Donc, il est affilié de naissance à la Tariqa Tijaniyya. Il s'est converti au chiisme dans les années 1980 et qui coïncide avec la révolution de 1979. Presque tous les Sénégalais, je veux dire d'origine sénégalaise qui ne sont pas libanais, qui se sont convertis au chiisme, donc leur conversion donc, date des années 1980. Donc, ce qui signifie que c'est intimement lié au personnage de Khomeini et à la révolution iranienne de 1979. Mais il n'a véritablement, Chérif Ali Haïdara, commencé à faire du prosélytisme religieux de manière ostensible qu'à partir des années 2000. Il faut dire que cette période coïncide avec la mise en place de l'ONG Mosdaïr, donc Institut Mosdaïr International. Mosdaïr en arabe signifie épanouissement ou développement en arabe. Donc Mosdaïr est une organisation dont le but est de contribuer à la diffusion du chiisme au Sénégal à travers des activités économiques, éducatives, religieuses, culturelles, etc. Par le biais de Mosdaïr, et ça également c'est très intéressant à analyser dans la stratégie finalement d'implantation, dans la stratégie finalement de massification et de médiatisation de cette communauté Mosdaïr par rapport à la communauté chiite libanaise, qui est moins médiatisée, c'est que le guide Chérif Ali Haïdara s'investit dans la création de centres de formation gratuits dans différentes localités du Sénégal afin de familiariser de jeunes Sénégalais à la théologie chiite et in fine tenter de les convertir au chiisme. Et c'est dans cette même veine d'ailleurs qu'une faculté d'enseignement supérieur a été créée à Dakar en 2007. Les étudiants donc, qui intègrent cette faculté sont recrutés par voie de concours et ils ont la possibilité de bénéficier à la fin de leur cursus de formation d'une prise en charge et d'une bourse pour poursuivre leurs études à l'étranger, notamment en Irak, à Najaf, ou en Iran, à Qom. Donc, Qom et Najaf, ce sont des villes saintes du chiisme, qui sont, ça c'est connu. Un aspect aussi important à dire, toujours dans cette stratégie donc, de Mosdaïr, donc de cette ONG Mosdaïr et de Chérif Ali Haïdara, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que bien que Mosdaïr, et ça il faut le remarquer, il faut le souligner, et engage beaucoup d'initiatives en faveur du développement durable en construisant des forages, des puits, des centres de santé dans des villages très reculés du Sénégal. Il ne faut pas quand même être dupe et il faut relever que les versants prosélytiques et apologétiques sont un pan considérable quand même de sa ligne éditoriale. Parce que finalement, c'est ce qui sous-tend, c'est un peu tacite finalement, tout ce déploiement d'investissement, de création de centres de santé, de puits, de forage, etc., que c'est intimement quand même lié à cette volonté de diffuser l'idéologie chiite et il finit de convertir donc, les Sénégalais au chiisme tout simplement. Aussi, donc, cette communauté Mosdaïr organise de nombreuses manifestations religieuses commémoratives et ces manifestations religieuses, ces événements participent encore une fois de la visibilité et de l'audibilité de l'idéologie chiite. Juste un instant avant d'en venir au rapport aux médias, un aspect qui me semble important à souligner,
c'est de dire finalement qu'à la différence de la communauté chiite libanaise qui est un réseau d'entre-soi qui est fermé, qui est essentiellement composé de Libanais, la communauté chiite Mosdaïr donc, est une communauté essentiellement composée de membres d'origine sénégalaise, voire de la sous-région. Donc ça, c'est important. Et ce qui la différencie de cette communauté libanaise, et ce qui fait d'ailleurs, et ce qui explique le fait que cette communauté soit davantage connue, soit davantage visible, soit davantage médiatisée. Parce que les Sénégalais qui se convertissent au schisme constituent finalement des relais tout simplement. J'en viens maintenant au rapport aux médias. Juste un instant. Donc, le rapport aux médias, voire la stratégie de visibilisation, ce qu'il faut dire que ces deux guides religieux, que ce soit le guide de la communauté libanaise et le guide de la communauté chiite, Mosdaïr Sherif Ali Haïdara, qui est sénégalais, ce sont deux guides qui mobilisent les médias aux fins de communication, de visibilité et de réseautage. Le guide de la communauté libanaise, Cheikh Mohamed Zain, dispose d'une page Facebook et également d'une page YouTube au sein desquelles ces vidéos de prêche sont diffusées et vulgarisées. Quant au Sherif Ali Haïdara, il est davantage présent dans le paysage médiatique sénégalais. Donc, il est le président directeur général de deux stations radiophoniques, Mosdaïr FM et Zahra FM, du nom de la fille du prophète Mohammed, Zahra FM, et qui émettent respectivement à Dakar et à Kolda. Mosdaïr également dispose d'un site internet qui est très régulièrement alimenté et riche en contenu multimédia. D'ailleurs, la plupart des initiatives et projets que porte le Sherif sont vulgarisés en ligne, donc sur le site internet donc, de Mosdaïr, mais également sur Instagram, sur Twitter, sur WhatsApp, etc. Et YouTube. Et sur ce point, son fils que j'ai rencontré au mois de novembre dernier, donc souligne, c'est le fils direct du cheikh, du calife, qu'Internet et les nouveaux médias sont très importants pour le développement de la communauté Mosdaïr, qu'ils sont très présents sur YouTube, Twitter et Instagram et qu'ils ont des résultats très satisfaisants. Et que grâce à cette présence en ligne, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui Mosdaïr et connaissent également le guide Sherif Ali Haïdara. Et il rajoute qu'il était en train, donc ça c'était au mois de novembre dernier, comme je l'ai dit, de finaliser l'application Mosdaïr qui devait être disponible et téléchargeable en ligne. Un aspect également qui est important sur cette stratégie de visibilisation et ce rapport aux médias, c'est de dire que Sherif Ali Haïdara est entouré de disciples sénégalais, notamment des enseignants, mais surtout d'anciens animateurs de radio, donc des professionnels de la radio, des gens qui sont rompus aux techniques de communication. Et ces enseignants-là, donc qui sont des gens qui sont très instruits, qui maîtrisent les sciences religieuses islamiques, sont invités à participer à des conférences et à des débats télévisés. Et naturellement, cela contribue à renforcer, à étendre davantage la visibilité de la communauté Mosdaïr. Enfin, pour finir, même s'il n'est pas reconnu officiellement au Sénégal comme le leader légitime de la communauté chiite, de tous les chiites, voire le leader légal, le représentant légal, force est de quand même reconnaître que Sherif Ali Haïdara est le leader chiite le plus connu, le plus médiatisé et le plus influent au Sénégal. Voilà, je vous remercie. Désolé, ça a été un peu long finalement, mais j'en suis bien désolé. Merci Mohamed pour votre présentation. Peut-être remettez juste la vidéo, je pense que c'est coupé au cours de votre d'accord, ok, voilà. super. Merci beaucoup pour votre présentation, très intéressante. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais peut-être pour lancer juste un peu la discussion avant que les autres membres de l'audience puissent faire leurs interventions. Je veux juste savoir, je me demandais si vous avez aussi un peu étudié les perceptions des musulmans sunnites au Sénégal envers les musulmans chiites. Et peut-être si vous pouvez peut-être nous dire aussi un petit peu qu'est-ce qui se passe lors des rassemblements ou des festivités chiites. Est-ce qu'il y a une participation des musulmans sunnites à ces manifestations, à ces célébrations? D'accord. Je peux répondre tout de suite ou... Oui, bien sûr. Ok, il n'y a pas de souci. Non, sur ce point, parce que je ne l'ai pas mentionné, parce que je m'étais dit que
pas très important de le mentionner, mais c'est très bien que tu puisses me donner cette occasion d'en parler. À l'époque, disons, le chiisme était très mal vu. Historiquement, les chiites appartiennent à une communauté persécutée, historiquement. Les chiites au Sénégal ne sont pas persécutés, c'est pour ces raisons que je ne parle pas de minorité religieuse. Ce sont des gens qui sont acceptés. Mais au départ, c'est-à-dire avant la révolution de 79 et bien après la révolution de 79, parce que beaucoup de musulmans qui se sont convertis au chiisme se sont convertis dans les années 80, entre 80 et 90, donc beaucoup de musulmans sunnites. Disons, leur conversion, eux, disons, ce sont des conversions qui se faisaient dans une logique de discrétion. Donc, ce sont des gens qui n'osaient pas affirmer leur conversion au schisme, parce que c'était très mal vu de se convertir au schisme, et ils redoutaient aussi le fait d'être ostracisés. Ça, c'était avant. Et dans ce cadre précis, il y a un concept qui est très important, qui est très présent chez les chiites, qu'on trouve partout chez les chiites, c'est le concept de tahiyya, la tahiyya. Tahiyya, donc, c'est une stratégie de dissimulation qui est permis finalement au chiite, qui est autorisé. C'est-à-dire du moment où le chiite, lui, est persécuté et du moment où il est sujet finalement à des discriminations qui peuvent être violentes ou non violentes, il peut ne pas dévoiler son affiliation au schisme finalement, dire finalement que je suis chiite, et même en tant que musulman, c'est permis. Donc, c'est-à-dire si aujourd'hui je vais dans un pays quelconque, si en tant que musulman, finalement, ma vie est en danger, l'islam m'autorise à dissimuler, disons, mon appartenance à l'islam. Je peux même dire que je suis athée ou voir que je suis chrétien. Et ça, c'est très important dans le schisme. Au départ, les premiers convertis pratiquaient la tahiyya et ne dévoilaient pas de manière très ostensible leur appartenance au schisme. Finalement, la situation a beaucoup évolué. Donc, même s'ils n'étaient pas persécutés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de violence, etc., mais ils redoutaient quand même, disons, l'opinion, parce qu'au Sénégal, majoritairement, il n'y a que des sunnites. Et à titre indicatif, on dit qu'à peu près, il y a 5000 chiites. Donc, c'est un chiffre qu'on ne peut pas vérifier vu qu'il n'y a pas de statistiques ni d'études sociologiques approfondies sur cette communauté. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir finalement des années 2000, les chiites ont commencé quand même à dévoiler de manière très ostentatoire leur appartenance au schisme, à créer des ONG, à investir les médias, à créer des médias, etc. Donc, et aujourd'hui, c'est très accepté. Les chiites organisent des événements et dans ces événements, les sunnites sont invités. Et inversement, par exemple, je prends l'exemple de Sherif Ali Haïdara, c'est son fils, c'est ce qu'il m'avait dit en entretien. Également, le shérif de la communauté Mosdaïr est invité donc, par les chefs religieux des confréries sunnites. En l'occurrence, il est invité à Touba, donc il est invité par le khalife général de la communauté mouride, la Mouridia. Il est également invité à Tiawaon. Donc aujourd'hui, c'est une communauté qui est acceptée finalement. Donc les Sénégalais ont accepté cette différence, même si quand même les chiites sont minoritaires. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Merci beaucoup, Mohamed. On a une première question de André Joyal. André? Bon, vous m'entendez? Oui, merci. Bon, voici d'abord, je vais m'introduire. Oui, bonjour. Peut-être certains d'entre vous reconnaissent l'accent québécois. Effectivement. Je parle de Montréal, sur les rives du Saint-Laurent, qui se trouve à ma gauche, à peine 200 mètres. Ah, d'accord. Je suis retraité de l'Université du Québec et toujours professeur associé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Voici, j'ai été coopérant volontaire au Sénégal, à Dakar exactement, plus précisément à Pikine. À Pikine. Où j'ai fait des enquêtes en 2006 auprès d'un groupe d'intérêt économique, de coopératives de femmes. Alors, quand je faisais mes promenades de santé, le matin ou le soir, je passais souvent devant une mosquée de grande dimension qui attirait mon attention. Et un jour, ça devait être le jour de la prière, j'ai vu sortir beaucoup de gens. Et quand le conférencier, que je félicite d'ailleurs pour son exposé qui fut très clair, très précis, j'ai pu constater, comme il l'a dit, le conférencier, les chiites se distinguent des sunnites par leur façon de jeûner, de prier. Effectivement. Je crois aussi qu'ils se distinguent par leurs vêtements. Parce que si je n'ai pas vu de femmes portant le fameux chador noir de l'Iran, mais elles avaient l'équivalent en multiples couleurs. Et quant aux hommes, beaucoup d'entre eux portaient ce qu'on appelle pour les religieux chrétiens autrefois la soutane. Alors, ça m'a intrigué et je me suis informé.
Et on m'a dit, ah, il s'agit d'une mosquée chiite. Alors, ça en est resté là. Alors, j'en profite pour poser une question qui va peut-être en faire sourire plusieurs. Peut-être plusieurs des participants pourraient y répondre. J'ai beaucoup lu sur l'esclavage. Alors, vraiment, à Dakar, je suis allé sur l'île de Corée. Et bon, j'ai rapporté de la documentation et tout. Je ne sais pas quelle est la référence exacte, mais je me rappelle avoir lu que si l'islam s'est répandu comme une traînée de poudre en Afrique, c'est dû au fait que pour un musulman, il est interdit de faire un esclave d'un autre musulman. Donc, ça aurait été la motivation des Africains, peut-être au 10e ou 11e siècle, d'adhérer à l'islam. Alors, c'est ma première, ou peut-être la seule question que j'aurais à poser. Je vous remercie. Merci André Joyal. On va peut-être prendre deux autres questions, si vous voulez. Il y avait Yaya Tamela et Mamadou Yeo. Et après, ensuite, peut-être, Mohamed, tu pourras répondre. D'accord. Donc, Yaya. Oui. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Déjà, j'aimerais vous féliciter pour votre exposé. Moi, ma question se situe au niveau de, comment on appelle ça, le volet éducatif. Est-ce que la communauté chiite, on a, comment on appelle ça, constaté que dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana, qu'il existe des établissements, que ce soit primaire, collège et même du supérieur, qui appartiennent à la communauté chiite uniquement, spécifiquement, pardon. Je ne sais pas si c'est le cas également au Sénégal. Et ces écoles-là sont-ils reconnues par le gouvernement sénégalais ou comment ça se passe en fait? Donc, voilà un peu ma préoccupation. Merci beaucoup. Et la dernière question de cette ronde, Mamadou Yeo. Bonsoir à tous. Je suis Mamadou Yeo de l'Université de San Pedro. Je tiens à remercier le conférencier parce que j'ai beaucoup appris. Il a réduit un tant soit peu mon inculture. Cela dit, j'ai deux préoccupations. La première est la suivante. Quels sont les rapports entre les deux guides religieux, c'est-à-dire le guide religieux de la communauté libano-sénégalaise chiite et la communauté Mosdaï? La seconde question est la suivante. Quelle est l'attitude des pouvoirs publics sénégalais face au prosélytisme de ces deux communautés? Peut-on parler de méfiance, de tolérance ou de collaboration des pouvoirs publics avec ces deux communautés? Je vous remercie. Vous avez une autre question? Non, je te laisse répondre. D'accord, donc je vais tout d'abord répondre à André. Donc André, merci pour la question, qui connaît très bien le Sénégal et je pense qu'il connaît mieux que moi Pikine parce que moi je connais pas très bien Pikine, je connais davantage, disons, Dakar, donc voilà, mais pas la banlieue. Donc sur sa question, donc, il me semble que c'est une question qui est liée à l'esclavage. Il me semble que c'est ça, André, donc s'il peut éventuellement activer son micro, comme ça on pourra interagir en même temps. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus convivial. C'est possible, Boris, ou pas? Quand on active son micro, comme ça, on va pouvoir interagir en même temps. Oui, bien sûr. Bien sûr. OK. C'est fait. Donc, merci encore une fois, André, pour la question. Donc c'est une question qui est relative à l'esclavage et son développement au Sénégal, il me semble. Et si j'ai bien compris, donc le propos, c'est ce qu'on vous a dit que du fait que le Sénégal soit un pays musulman, qu'il est interdit en islam, que c'est interdit en islam, que c'est proscrit, que l'esclavage, que les musulmans pratiquent l'esclavage. Il me semble que c'était ça la question. Je ne sais pas si je t'ai compris. La question se portait à l'ensemble de l'Afrique musulmane. Pourquoi les Africains ont adhéré massivement à la religion musulmane au tournant du 10e ou 11e siècle? C'est ça ma question. Est-ce que c'est relié avec les invasions arabes, en d'autres mots? Est-ce que c'est lié aux invasions arabes, c'est ça? Oui. OK. En fait, je ne suis pas spécialiste disons, de cette question finalement de l'islamisation de l'Afrique, ni spécialiste de l'esclavage, mais ce qui est sûr sur ce point, parce que je connais quand même des auteurs qui ont travaillé là-dessus,
c'est que l'esclavage également a été pratiqué effectivement par des Occidentaux, mais également a été pratiqué en Afrique, surtout par des Arabes qui étaient musulmans, en l'occurrence des Africains arabes. Donc ça, c'est quelque chose qui a été démontré par les historiens, même s'il faut quand même relativiser cela. Donc, ce n'est pas comparable avec l'esclavage qui a été pratiqué par les Occidentaux, mais il y a des musulmans qui pratiquaient l'esclavage vis-à-vis d'autres musulmans. Et ça, disons, ce sont des pratiques d'ailleurs qui existent jusqu'à présent. Si on va en Libye, en Syrie, etc., nous avons beaucoup de migrants donc africains qui veulent partir en Espagne et en Europe et qui sont donc pris comme esclaves finalement par d'autres musulmans arabes. Mais je suis vraiment désolé, je ne suis pas spécialiste finalement de cette question de l'islamisation, de l'histoire de l'islamisation de l'Afrique pour pouvoir m'avancer de manière beaucoup plus précise. Donc voilà, je ne sais pas, donc tu peux... Il y avait la question aussi de Mamadou Yeo, Mohamed. Sur les écoles chiites, effectivement, donc est-ce que ces écoles sont reconnues par l'État sénégalais? Aujourd'hui, ces écoles sont légitimes et sont reconnues par l'État sénégalais, que ce soit l'école chiite, que ce soit l'université également. Donc, c'est reconnu. Comme les stations radiophoniques, ce sont des stations radiophoniques qui sont reconnues, qui sont légitimes et qui sont légales. Okay. Merci bien. Il y avait une autre question sur l'attitude des pouvoirs publics sénégalais. Non, sur ce point, il n'y a aucun problème. Donc, comme je l'ai dit, les chiites sont reconnus, que ce soit les chiites libanais, les chiites de la communauté Mosdaïr, donc les chiites dirigés par le guide Chérif Ali Haïdara. Et là également, ce sont deux communautés qui font l'objet d'une reconnaissance, donc d'une reconnaissance étatique officielle. Donc, le fait que finalement que les chiites fassent du prosélytisme religieux, ça va de soi, comme tous les groupes religieux font du prosélytisme. Même le musulman en soi fait du prosélytisme, parce que le prosélytisme, c'est ce qu'on appelle le da'wa à l'islam, est consubstantiel à l'islam, comme on dit, le rappel profite aux croyants. Le musulman doit diffuser sa foi, donc ça se retrouve dans le Coran. Donc les sunnites le font, les chiites le font, donc ça ne pose pas de problème. Bien, et d'ailleurs, lorsqu'il y a des événements, les chiites sont des événements chiites, donc les médias sénégalais, les médias officiels, presse écrite, radio, télévisés, donc sont invités par les mouvements chiites et c'est diffusé, c'est vulgarisé. Ça, donc sur ce point, il n'y a pas de souci. Donc, on va prendre une deuxième ronde de questions. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le bouton réaction en bas et pour lever votre main. Donc, je vais prendre trois questions. Il y a Démé, puis Sekou Salah, Kimbeli et Bouraïma Diomandé. Donc, Démé. Merci. D'abord, je remercie les conférenciers pour cette communication. Vous m'entendez très bien? Oui, je vous reçois. Très bien. Voilà. Bon, en fait, j'aimerais qu'ils rétablissent un parallèle entre la Tijaniya et le chiisme. Quand vous regardez certaines pratiques de ces deux confréries, vous allez constater qu'il y a une ressemblance. D'abord, il faut se référer à ce qu'on appelle un référent, c'est-à-dire Maraj et Dini. Tout ce que les fidèles doivent faire, ça veut dire qu'ils doivent recourir toujours à un chèque, ils doivent recourir à il doit avoir un référent, une référence pour toutes ces pratiques. Et aussi, au niveau de certaines pratiques mystiques, on sent qu'il y a toujours un rapport entre les deux, c'est-à-dire le schisme et la Tijaniya. Est-ce qu'à l'origine, ces deux confréries ne viennent pas d'une même... ça, c'est la première question. La deuxième question, en ce qui concerne la cohabitation entre le schisme et les autres confréries, existe-t-il des problèmes souvent de confrontation ou bien d'opposition entre les autres confréries et le schisme? Au Sénégal, d'accord, oui. Au Sénégal. Okay. Aussi, au niveau de la dernière question, au niveau du schisme, il y a une pratique qu'on appelle, vous avez parlé de muta, qui concerne le mariage contractuel. Oui. Est-ce que réellement c'est une réalité au Sénégal, au niveau du milieu chiiste au Sénégal? Merci. Merci Démé. On va peut-être prendre la question ensuite de Sekou Salah Kimbeli. Sekou. Ok, bonsoir. Je remercie Mohamed pour son exposé. Je suis Sekou Salah Kimbeli, je suis en train de faire ma thèse sur la religion amilée universitaire de Bamako.
D'accord. Donc, j'aimerais demander à Mohamed s'il a pensé à regarder de ce côté les campus. Est-ce qu'il y a une présence chiite sur les campus au Sénégal? En ce qui concerne le Mali, on en a une présence, mais comme il l'a dit, c'est des minorités qui ne sont pas du tout actifs, quoi. On les voit presque même pas sur le terrain. Est-ce que c'est, on veut dire que est-ce que c'est le même cas au Sénégal? En plus de ça, il a parlé il y a une différence entre les pratiques culturelles, la manière de jeûner, la manière de faire des ablutions, voilà, la manière de prier. Est-ce qu'il peut voilà, nous en parler beaucoup plus, aller un peu plus en profondeur par rapport à ces distinctions? Voilà. Merci Sekou. Merci. Merci. Et on aura une dernière question pour cette ronde. Bouraïma Diomandé. Merci Mohamed pour ta présentation. Oui, bonjour Bouraïma. Oui. En fait, en t'écoutant, moi, je me suis senti tellement en Côte d'Ivoire pour avoir lu le travail, pour avoir regardé le travail d'un ami qui fait des recherches sur la communauté chiite en Côte d'Ivoire. Okay. Je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de similarités entre la communauté chiite en Côte d'Ivoire et la communauté chiite au Sénégal, notamment sur la structuration même de cette communauté. Lorsque tu as parlé, par exemple, d'une communauté à dominance libanaise et une autre communauté à dominance donc, sénégalaise. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une lutte de compétition entre ces deux communautés-là? Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est effectivement le cas. Est-ce qu'il y a une lutte de compétition entre ces deux grandes organisations, ces deux grandes communautés? Ça, c'est la première question. Et puis, la seconde question, c'est une question qui m'amène à revenir sur le titre de la présentation, être musulman et minoritaire en contexte musulman. Et donc, finalement, je me demande comment est-ce que les chiites s'adaptent au contexte sénégalais. Est-ce qu'il y a certaines pratiques, par exemple, qui sont réinventées? Est-ce qu'il y a une réappropriation de certaines pratiques? Je vais parler notamment de la pratique de la célébration de l'Ashura, par exemple. Est-ce que les chiites essaient de se réadapter dans ce contexte-là? Merci. D'accord. C'est bon, je peux répondre, Boris, oui, bien sûr. Je réponds à une autre question. Bien sûr. D'accord, donc merci pour les questions. Donc, il me semble, une première question sur le rapport entre le schisme et la tariqa tijaniyya. Donc, il me semble que c'est ça. Donc, une question de M. Dem, il me semble, pour voir si finalement le schisme n'a pas été influencé par la tijaniyya. Je vais répondre en disant ceci. On ne peut pas dire que le schisme a été influencé par la tijaniyya, parce qu'on parle de schisme et on parle de sunnisme. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Mais nous retrouvons des éléments. Ce qu'on retrouve dans les confréries, en l'occurrence, le fameux culte des saints qu'on retrouve dans les confréries, qui s'est développé dans la dernière partie disons, de l'avènement du soufisme, donc la dernière phase. Ce culte des saints également, on le retrouve, et c'est très présent dans le schisme, voire davantage présent dans le schisme, vu qu'il y a cette notion d'infaillibilité finalement. C'est davantage présent dans le schisme que dans le sunnisme. Et on a des confrères au Sénégal, comme je vous l'ai dit, que ce soit la Mouridia, la Tijaniyya, mais les chiites également, leur organisation peut être considérée comme un réseau confrérique finalement, parce qu'ils ont un guide, ils ont en chair. Ils ont un guide, ils ont en chair, que ce soit la communauté libanaise, que ce soit la communauté chiite sénégalaise, en l'occurrence Cheikh Mohamed Zeyn pour la communauté libanaise, pour la communauté sénégalaise, Chérif Ali Haïdara. Mais quant au fait qu'il y ait un lien, une filiation entre le schisme et la tijaniyya, ça, je ne pense pas qu'historiquement que cela puisse être démontré finalement. Parce que la tijaniyya, c'est une confrérie qui a été créée en un moment déterminé par Cheikh Ahmed Tidiane, donc Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, comme la Mouridia a été créée par Cheikh Ahmed Bamba Mbacké, et Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, c'était un sunnite. Maintenant, en termes d'organisation, sur la manière dont les confréries sunnites et chiites s'organisent, en termes d'organisation, forcément, il y a des ressemblances.
Et le culte des saints, comme je l'ai dit, qu'on retrouve dans les confréries religieuses sunnites, ce culte des saints, également, on le retrouve dans les confréries, donc disons dans les organisations chiites, qu'on peut considérer comme des confréries. Finalement, il y a, comme au Sénégal, disons Mosdaïr, il y a une volonté finalement d'essayer de créer une confrérie chiite sénégalaise. On peut dire, parce que nous avons un leader qui est là, il a des chers, il a des disciples, c'est très bien structuré, c'est très bien organisé. Je ne sais pas s'il peut, si vous m'entendez, si vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît, comme ça on interagit directement. Oui, bon, je vous entends très bien. En fait, j'ai lu dans un document un Tunisien qui montre qu'effectivement, c'est-à-dire toutes les deux, comment dire, confréries se réfèrent à la descendance du prophète. Savoir que ce soit le chiisme, comme vous l'avez dit, réellement, la référence principale, c'est la famille Al-Bayt. Au niveau aussi de la Tijaniya, on considère Ahmed Tijan comme étant aussi... En fait, juste une précision, c'est-à-dire sur ce point, c'est-à-dire que ce soit les Khadr, par exemple, et Tijan, je vais contre votre propos, que ce soit la Tijaniya, vous me recevez toujours, s'il vous plaît? Par exemple, cher Ahmed Tijan Chérif, donc, qui est à la base de la Tijaniya, de la création de la Tijaniya, donc on dit effectivement qu'il est de la famille Ahlul Bayt. C'est un descendant du prophète, donc ça, c'est ce qui est dit. Mais également, ceux qui s'affilient à la Tariqa Khadriya, que ce soit via Cheikh Abdul Qadir Ghelani, qui est à l'origine de la création de la Tariqa Khadriya, que ce soit Cheikh Sadbou de Mauritanie, les Haïdara de Mauritanie également disent appartenir à la famille Ahlul Bayt, ce sont des descendants du prophète. Moi, j'ai un regard critique vis-à-vis du concept d'Ahlul Bayt, parce qu'Ahlul Bayt signifie gens de la maison, d'une manière, donc littéralement, ça signifie ça. Et comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, gens de la maison, quand même, c'est assez vague, parce que dans la maison, le prophète, je pense qu'il y avait sa famille, mais peut-être il y avait des gens qui n'appartenaient pas à sa famille. Peut-être qu'il y avait un jardinier, je ne sais pas, un cuisinier, voilà. Et tous ces gens-là, peut-être résidant dans la maison et appartenaient à la maison. Donc, même d'un point de vue critique, on peut avoir un regard quand même très distancié vis-à-vis de cette mobilisation, le concept d'Ahlul Bayt. Mais sur cette descendance, les chiites, eux, donc, comme je l'ai dit, ne reconnaissent que les descendants directs d'Ali, qui était le mari de Fatima, mais que ce soit la Tijaniya avec Cheikh Ahmed Tijan Chérif, la Khadriya, eux également se réclament comme descendants du prophète. Donc après, Monsieur Dem, je n'arrive pas à visualiser votre prénom, j'en suis bien désolé. Mon nom, c'est Démé Atimi, je suis du Burkina Faso. Démé, ok. En fait, au Sénégal, nous avons le même nom, Dem, en fait, qui s'écrit comme ça. C'est pour cette raison que je lis Dem. Je ne savais pas que c'était Dem, je suis désolé. Merci encore une fois. Donc ensuite, il me semble qu'il y avait une question, donc je vais reprendre la question, sur le rapport entre les chiites du Sénégal et les autres confréries. Est-ce qu'il y a des rapports conflictuels? Non, il n'y a pas de rapports conflictuels. Les rapports, ce sont des rapports très cordiaux, des rapports de courtoisie, de bienveillance. Les chiites sont acceptés donc, par les confréries religieuses sénégalaises, les confréries qui sont présentes dans l'échiquier religieux sénégalais, dans le paysage religieux sénégalais. Que ce soit la communauté chiite Mosdaïr, que ce soit d'autres communautés également, même si, comme je l'ai dit, la communauté Mosdaïr est beaucoup plus influente, beaucoup plus médiatisée, beaucoup plus connue. J'ai également une autre question sur le mariage contractuel. C'est la question de Brahima, c'est ça? Je ne sais plus en fait. Donc, il y avait une question sur le mariage contractuel. C'est la question de Démé. Oui, la question de Démé. Sur le mariage contractuel. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre question, s'il vous plaît, Démé, sur le mariage contractuel? J'aimerais savoir si le mariage contractuel est une réalité dans les milieux chiites au Sénégal. C'est une réalité dans les mariages contractuels parce qu'en fait, les chiites disent que c'est permis dans l'islam, c'est accordé selon les sources chiites. Donc, selon les sources chiites, le mariage contractuel est très légitime, très légal, et c'est une pratique qui est répandue, qui est connue au sein de cette culture. Donc, même si les sunnites réfutent cela. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, cela avait créé une dispute dans les années 2010 parce qu'un leader chiite avait officiellement, donc, de manière très, très publique à la télévision, que le mariage contractuel
était autorisé en islam et l'avait défendu avec des arguments, mobilisé des arguments religieux. Donc ça, c'est une pratique qui est répandue chez les chiites et que les chiites pratiquent au Sénégal. Ensuite, une question, donc il me semble que là, cette fois-ci, c'est de Brahima sur la présence des chiites donc, au niveau des campus universitaires, des universités sénégalaises, il me semble que c'est ça. Donc, en tout cas, que ce soit au niveau ici des universités donc, sénégalaises publiques, que ce soit à Dakar, que ce soit à Saint-Louis, que ce soit à Ziguinchor, que ce soit à Thiès. Et moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler de présence visible des chiites. Parce que les chiites, finalement, quand même, c'est un réseau d'entre-soi, même si davantage le réseau de Mosdaïr est beaucoup plus ouvert. Mosdaïr a une école d'enseignement et de formation, mais également à une université. Donc, les Sénégalais donc, qui sont chiites vont forcément s'inscrire là-bas parce que leurs parents sont chiites et leurs parents vont les inscrire dans ces universités. Mais aujourd'hui, il va de soi, et ça, c'est une évidence, que les musulmans sunnites ne vont pas, donc, disons, inscrire leurs enfants dans des universités, voire dans des écoles chiites sénégalaises. Ensuite, est-ce qu'il y a une compétition entre ces deux communautés, entre la communauté Mosdaïr et la communauté chiite libanaise? Sur ce point, non, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de conflit. Les Libanais sont entre eux, c'est une communauté fermée. Même disons, en dehors disons, du schisme, la communauté libanaise sénégalaise, c'est un réseau entre soi. C'est un réseau fermé. Ce sont des gens qui sont dans les affaires, qui sont des commerçants. Donc voilà, donc ils se marient entre eux, ils sont entre eux, ils mangent entre eux, ils fréquentent les mêmes écoles. Alors que là, donc la communauté Mosdaïr, donc là, c'est composé de Sénégalais qui initialement étaient des sunnites qui se sont convertis au schisme, qui connaissent également des Sénégalais. Par exemple, moi, il y a mon ami qui me l'a dit, c'était même pas un ami, c'est un interviewé, le fils du cheikh, Cherif Ali Haïdara, en entretien. Lui-même, au sein de sa famille, pourtant lui, il est sunnite, parce qu'il est il est chiite parce qu'il est le fils du cheikh, au même de sa famille, il compte des sunnites. Mais sur cette question de rivalité, de compétition, il n'y a pas de rivalité de compétition. Et concernant il y avait également une question sur les différences en termes de pratiques culturelles. Donc, je ne sais plus si c'était Brahima ou si c'était un autre, je ne sais plus, j'en suis désolé. Sur ça, juste l'exemple que je donne par exemple. Là, on est en période de Ramadan. Donc, nous, les musulmans sunnites au Sénégal, on coupe le jeûne, c'est-à-dire la rupture du jeûne, à peu près c'est vers 19h25 voire 19h30. Et on rompt le jeûne avant la prière. Donc, il y a des sources qui disent qu'il faut rompre 10 minutes avant la prière, c'est beaucoup mieux. Il y a d'autres sources qui disent qu'il faut rompre 5 minutes avant la prière. Mais concernant la communauté chiite sur cette manière de jeûner, eux, ils rompent après la prière. Ils prient et ensuite ils rompent. Donc voilà, donc ça c'est une différence. Donc également sur l'appel à la prière aussi, c'est différent. C'est pas la même manière. Donc c'est pas les mêmes formulations sur la manière d'appeler à la prière. Il y a des ressemblances, mais il y a également une différence. Et sur la fête d'Ashura, donc Ashura, comme l'a souligné là, il me semble que c'est Bouraïma, Ashura quand même, c'est une fête. On ne peut même pas parler de fête parce que nous au Sénégal, lorsqu'on est sunnite, on considère que c'est une fête Ashura. Donc au Sénégal, on mange du couscous, donc on invite des gens, on est très, très joyeux chez les sunnites. Chez les chiites, non pas. Chez les chiites, tel n'est pas le cas. Ashura, parce que ça correspond disons à l'assassinat d'Hussein, donc durant la bataille de Karbala. Karbala, c'est une ville sainte qui se trouve en Irak. Donc c'est une ville sainte du schisme. Et Hussein, donc ça, il a été assassiné durant cette bataille de Karbala par Yazid. Donc c'est un moment finalement très de recueillement. Donc au Sénégal, en tout cas pour la communauté Mosdaïr, c'est un moment de recueillement, c'est un moment très, très particulier, très pénible, un moment empreint, disons, d'affection. Et il y a des commémorations qui se font, mais qui se font également de manière très mesurée finalement pour se remémorer donc cet assassinat d'Hussein par Yazid. Donc Ashura se fête, mais disons, ce n'est pas une fête qui est comme on l'entend au sens premier du mot, donc c'est une fête très, très joyeuse, etc. Donc dans le cas des chiites, que ce soit au Sénégal, que ce soit ailleurs, Ashura quand même c'est une fête très particulière. Et si on prend l'exemple d'Iran et d'Irak, on voit des fois les cortèges avec des gens qui se flagellent, etc. Mohamed,
Excuse-moi, juste une minute. En fait, en lieu et place de l'autoflagellation, en Côte d'Ivoire, ils font des dons de sang. Est-ce que c'est le cas aussi au Sénégal? Au Sénégal également, ils font des dons de sang. Ils font des dons de sang. Et ça, c'est lié tout simplement à cette stratégie, comme je l'ai dit, de cette ONG Mosdaïd. Parce que les chiites de Mosdaïd, l'idéologie est intimement liée à cette ONG. Donc, c'est une organisation de développement qui investit, disons, le champ de l'éducation, le champ de la santé, le champ de la culture, et qui fait beaucoup de choses, hein, qui aident des Sénégalais qui se trouvent dans des régions très lointaines. Mais lorsque, par exemple, vient le Ashura, et ça a déjà été médiatisé d'ailleurs, ça a déjà été diffusé par les télévisions au Sénégal, ils font des dons de sang, etc. Donc voilà, ils font ça. Donc, mais tout ça, disons, ça fait partie d'une stratégie de communication, de différenciation tout simplement. Ce ne sont pas des gens qui s'autoflagellent comme on le voit en Iran, en Irak, mais quand même, voilà, donc ils partagent des moments ensemble de manière privée, mais de manière publique, ils organisent des événements de dons de sang. Merci Mohamed. D'autres événements connexes. Merci Mohamed. On va peut-être prendre 3 dernières questions. Je vois qu'il y en a une déjà dans le chat, si tu veux la noter, qui a été posée par Abdulaziz Amadou. Il voudrait poser 3 questions. La première question, c'est quelle est la place de la femme dans le dynamisme du chiisme au Sénégal? La deuxième question, c'est comment les sunnites wahhabites, via le journal Le Musulman, réagissent-ils plus tard, après avoir diffusé involontairement le chiisme au Sénégal, en voulant médiatiser la révolution iranienne pour l'intérêt général de la Oumma dans son ensemble? Et enfin, la troisième question, c'est expliquez-nous la connexion transnationale, sous-régionale, et le rôle de la diaspora sénégalaise au sein du chiisme sénégalais. Tu peux me redécliner les questions, s'il te plaît, Boris? Les 3 questions. Donc, la première question, c'est sur la place de la femme dans le dynamisme du chiisme au Sénégal. La place de la femme dans le dynamisme, ok, la place de la femme, ok. Ok, la deuxième question, c'est comment les sunnites wahhabites, via le journal Le Musulman, réagissent-ils plus tard, après avoir diffusé involontairement le chiisme au Sénégal, en voulant médiatiser la révolution iranienne pour l'intérêt général de la Oumma dans son ensemble? Peut-être voudras-tu qu'il précise davantage la question? Ok. Et la troisième dernière... il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et la troisième question, expliquez-nous la connexion transnationale ou sous-régionale et le rôle de la diaspora sénégalaise au sein du chiisme sénégalais. Par contre, c'est saccadé. Par contre, c'est saccadé en fait. Il y a un problème de connexion pour la troisième question. Je vais répondre aux 2 questions, ensuite je reprends la troisième. Donc, sur la place des femmes dans le dynamisme du schisme, sur ce point, je ne peux pas m'avancer, en tout cas, disons, parce que je ne l'ai pas étudié, disons, je n'ai pas fait d'études ethnographiques sur cette question, je n'ai pas rencontré de femmes chiites et je n'ai pas non plus lu de textes, parce que bon, il y a Mara, comme je l'ai dit, qui a travaillé sur cette question, et il y a Macoumba Diop aussi, qui est un historien qui travaille sur la question du schisme, et en l'occurrence sur la communauté Mosdaïl. Mais en tout cas, de ce que j'ai lu, en tout cas, la question des femmes n'est pas traitée, disons, l'influence des femmes sur le dynamisme, la diffusion du schisme. Donc, sur ce point, je suis bien désolé, mais je ne peux pas m'avancer à part peut-être spéculer ou rentrer peut-être dans des hypothèses. Et ensuite, comment les mouvements wahhabites réagissent. Donc, je ne sais pas si on peut les qualifier de mouvements wahhabites. Donc, ce sont des mouvements qui ont été tout simplement influencés par l'idéologie wahhabite salafiste, comme a si bien souligné Jean-Louis Trio. À l'époque, même si ce journal n'existe plus, il y avait un journal musulman. Parce que ce qu'il faut dire, en fait, parce que moi, je connais des gens qui travaillaient dans son journal Le Musulman, des gens qui me sont très proches, qui font partie de ma famille. Je connais également des gens qui connaissent ma famille, qui se sont convertis au chiisme. Donc, c'est une communauté, en l'occurrence, qui appartiennent à la communauté Mosdaïr. Donc, je connais pas mal de gens au sein de la communauté Mosdaïr. Ce qu'il faut dire, finalement, c'est que, toujours sur cette troisième question, sur comment les gens qui appartenaient au mouvement Jamaat Ibadur Rahman ont réagi donc, face au schisme. Moi, les échos que j'ai, ce sont des échos, et sur ce point, je ne peux pas non plus généraliser, de gens qui étaient à la base des musulmans sunnites, qui s'étaient affiliés à ces mouvements avant disons, de se convertir au schisme. Et j'en ai parlé à quelqu'un qui s'est converti dans les années 1988.
Donc lui, avant de se convertir au schisme, il appartenait à ce mouvement Jamaat Ibadur Rahman. Donc il était très impliqué dans ce mouvement, lui et d'autres d'ailleurs. Donc c'est un mouvement aussi qui était très présent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et des gens même qui travaillaient donc, pour le journal Le Musulman ou des fois contribuaient donc, dans son journal de musulman, il y a des gens qui se sont convertis au schisme, des gens qui étaient Ibadur Rahman qui se sont convertis au schisme par la suite. Et ça a été quand même, il faut le dire, et ce qui ressort des propos recueillis dans les échanges que j'ai eus avec eux, que c'était très mal vu en tout cas par ces mouvements. Par exemple, des fois même lorsqu'ils lisaient des ouvrages sur le schisme, ou lorsqu'ils se documentaient sur le schisme, ou lorsqu'ils, par exemple, décidaient d'aller à l'ambassade d'Iran, ils n'osaient pas le dévoiler au départ. Donc, ils le faisaient dans la discrétion parce que c'était très mal vu par les membres du mouvement Jamaat Ibadur Rahman. Et finalement, donc, il y a peut-être deux au départ donc, qui ont joué ce rôle de déclic, qui ont accepté de dire, ben oui, donc wow, vous me voyez avec des ouvrages, effectivement, c'est des ouvrages de chiites, moi je vais à l'ambassade d'Iran, je l'accepte, je le reconnais, je le concède, et ces gens ont été finalement exclus de ces mouvements. Donc si on s'en tient à ça, à cette origine, et ça c'était dans les années 85 et 88, on peut dire que les membres du mouvement Jamaat Ibadur Rahman avaient quand même un regard très négatif sur le schisme parce que les gens qui étaient musulmans et qui appartenaient à ce mouvement qui ont décidé de se convertir au schisme ont été d'une certaine manière. Et ensuite, il y avait une troisième question, il me semble, Boris. La troisième question, c'est... Oui, ça portait sur, si tu pouvais faire quelques commentaires sur la connexion transnationale et le rôle de la diaspora sénégalaise au sein du schisme sénégalais. Au sein du schisme sénégalais, bon, là également, parce que moi, j'aime bien partir sur des éléments empiriques, voire sur des faits pour m'avancer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une connexion, et ça va de soi, entre la communauté chiite libanaise et le Liban. Pour la communauté Mosdaïr, donc Mosdaïr, il faut là également souligner que le cheikh est très influent, comme je l'ai dit, mais très médiatisé, mais pas qu'au Sénégal, dans la sous-région et dans d'autres pays. Donc, et son fils me disait que normalement, je crois que c'était ça, que ce soit au Mali, Niger, il y a en tout cas pas mal de pays dans la sous-région où Mosdaïr est implanté, et même ils ont un accord de siège avec certains pays, c'est-à-dire ils ont ce statut d'ambassadeur, c'est son fils, c'est ce qu'il m'avait dit en entretien. Donc sur cette base, on peut dire qu'il y a des connexions, des relations entre les deux, mais je ne peux pas, comme je l'ai dit, vu que je n'ai pas fait d'études empiriques poussées sur cette connexion internationale, les réseaux internationaux, etc., m'avancer là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, le cheikh est très présent à l'étranger, et Mosdaïr, donc, est un mouvement transnational, ça va bien au-delà du Sénégal, Mosdaïr, c'est un mouvement transnational. C'est présent dans la sous-région et même présent, je pense, dans les pays de l'Europe, des États-Unis et donc et d'autres pays qui se trouvent dans d'autres continents. Voilà. Si tu me le permets, je sais qu'il est presque l'heure. Je ne sais pas si Macoumba Diop est présent parce que je viens de voir son commentaire sur Ahlul Bayt. Donc, est-ce qu'il est présent, Macoumba Diop? Est-ce qu'il est là? Je ne sais pas. Oui, mais peut-être on va peut-être le laisser se connecter. D'ici ce temps-là, on pourrait peut-être prendre les deux dernières questions de Issouf Minaté et Bassirou Gaye. Issouf, peut-être d'abord. Merci Boris, merci Sako. Oui, merci mon ami. J'espère que tu vas bien. En tout cas, intéressante présentation. Oui, merci, je vais bien. Voilà. Il y a Mara Lechman qui était notre invitée ici il y a de cela 3 semaines. Et elle a fait une communication sur Qatar Charity au niveau du Koweït, de la Tanzanie. Et moi, j'avais eu la chance de faire le book review de son ouvrage sur le schisme et le cosmopolitanisme libanais au niveau du Sénégal. Et le constat que j'avais fait effectivement, c'était une communauté quand même assez fermée qui, à la différence de ce qu'on entend, tu vois, communauté fermée, quand même avait un petit pan d'ouverture, surtout que c'est une communauté présente à travers la communauté libanaise de plus d'un siècle.
parce que voilà, ils sont là depuis le début de la période. Oui, depuis les années 1870 en 1880. Voilà. Ça c'est dans les travaux de Marat, c'est ce que Marat avance et d'autres historiens. Voilà. Et puis, en plus de ça, ils ont intégré pratiquement tous les domaines sociaux, politiques et économiques de la vie sénégalaise. Il y a un des membres même qui a été président d'une fédération, je ne sais pas si c'est du tennis ou bien de la natation. Et à un moment, un des champions sénégalais de la natation était même d'origine sénégalo-libanaise. Donc, je pense que cette idée de communauté fermée, je pense que on peut la revisiter et essayer de voir ce qui est intéressant à prendre là-dedans, dans la mesure où c'est elle qui fait l'ouverture, sinon crée des émules parmi les Sénégalais dans cette communauté chiite-là. Donc, je pense, comme il y a des mollahs noirs en Côte d'Ivoire, que cette interaction entre Libanais, qualifiée de souvent fermée, quand même, il y a un élément qu'on pourrait regarder à l'intérieur qui pourrait quand même être intéressant. Parce que dans la mesure où ils emploient à la fois eux-mêmes leurs propres parents, et puis ils emploient aussi d'autres des Sénégalais. Et l'autre élément que j'avais retenu dans le travail de Marat, c'est que le chiisme, en tant que religion, était seulement un cadre qui permettait à la communauté libanaise pour faire un lien entre ceux qui sont nés en dehors de leur terre d'origine et leur terre d'origine. C'est-à-dire quoi? Le cheikh qui était envoyé en mission au Sénégal et qui avait ouvert une institution, une mosquée, un centre d'apprentissage de l'islam chiite et tout, constituait également celui qui faisait le point d'union, le trait d'union entre le Sénégal et le Liban à travers la religion. À travers la religion. Et cette dimension, moi, ça m'avait quand même intéressé parce que la dimension socialisation de ceux qui ne sont pas nés sur les terres d'origine était quand même mise en exergue là. Maintenant, qu'en est-il des Sénégalais qui, eux, n'ont rien à voir avec cette dimension de socialisation qui était un objectif caché de ces missionnaires chiites là? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est la bataille de Karbala. Chaque année, c'est organisé et il y a des missionnaires qui partent de Dakar, du Sénégal, vers ces localités-là, vers cette localité-là. Est-ce que les mollahs noirs font partie de ces délégations? Ça, c'est la deuxième question. La troisième, les départs des chiites sénégalais pour le Hajj, ils font souvent des détours au Liban. Parce que, voilà, comme il t'a dit, l'idée, c'est qu'ils puissent avoir un lien, sinon entretenir un lien avec leur terre d'origine. Est-ce que les Sénégalais font partie de ce convoi-là souvent? Tu peux revenir sur cette dernière question, s'il te plaît, Issouf. Donc, est-ce que les chiites sénégalais... Les chiites sénégalais, je veux parler des Libanais chiites au Sénégal, quand ils vont au pèlerinage à la Mecque, souvent ils font des détours au Liban, histoire de se ressourcer, histoire de faire connaissance avec la terre d'origine. Est-ce que dans ce convoi-là, il n'y aurait pas des Sénégalais d'origine qui seraient tentés aussi voilà, de faire le trajet avec eux, voilà. Histoire de connaître un peu la terre. Ok, merci. Merci pour cette question. J'aurais peut-être juste prendre aussi les questions de Bassirou Gaye et aussi de Macoumba Diop pour conclure. Et je vous demanderai juste d'être un peu concis, comme ça on va pouvoir terminer la séance. Est-ce que tu me permets, avant d'échanger avec Bassirou et Macoumba, de répondre à Issouf ou pas? Bien sûr, pas de problème. Ok, en fait, Issouf, donc, sur cette dernière question, franchement, comme je l'ai dit, je ne peux pas m'avancer parce qu'en fait, pour m'avancer, moi, j'ai besoin d'éléments empiriques. Donc, voilà, donc j'ai besoin d'éléments empiriques, voire de me baser sur des travaux, des sources. Mais sur ça,
on ne peut que faire des hypothèses ou spéculer comme quoi, effectivement, il peut y avoir des gens, des Sénégalais qui vont là-bas. Donc, sur ce point, je ne peux pas m'avancer, mon cher. Et ensuite, à un moment donné, il me semble que dans les travaux, vu que tu as dernièrement rencontré Mara Ledman, parce que tu m'avais dit que tu étais aux États-Unis lorsque nous avions échangé dernièrement, le réseau d'entre-soi. En fait, moi, j'ai tenu à utiliser ce terme de réseau d'entre-soi, de réseau fermé, tout simplement pour souligner la différence avec la communauté Mosdaïr. La communauté Mosdaïr, elle est davantage une réseau qui est ouverte, qui est connue, etc. Et même au-delà du schisme, donc les Libanais sont entre eux. Donc ça, c'est un fait bien connu au Sénégal. Donc ils vivent entre eux, ils habitent dans les mêmes quartiers, ils fréquentent les mêmes écoles, ils fréquentent les mêmes lieux de divertissement, si je peux l'appeler ainsi. Alors que Mosdaïr, c'est composé par des Sénégalais comme moi, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, et peut-être même mes cousins, etc. Parce que moi, j'ai des oncles qui font partie de cette communauté Mosdaïr, des gens qui connaissent très bien ma famille, qui connaissent mes oncles, qui connaissent mon papa. Et ce sont des gens qui sont beaucoup plus ouverts, d'autant plus qu'ils connaissent des gens qui sont sunnites de naissance, qui sont sunnites de naissance plutôt, et ce qui fait qu'on ne peut pas comparer les deux communautés, Mosdaïr et la communauté libanaise. Mosdaïr, c'est une communauté davantage ouverte, et peut-être que le terme de communauté fermée peut poser problème. Mais en tout cas, bon, ce que je voulais souligner finalement, c'est que c'est un réseau d'entre-soi. Si on peut parler d'homophilie religieuse, on peut parler d'homophilie religieuse concernant les chiites, parce que finalement, ce sont des gens qui se ressemblent, qui se rassemblent, qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes croyances et qui créent un réseau. Merci. Je t'en prie, mon cher. Donc ensuite, il y avait Makumba et Bassirou. Makumba, je ne sais pas si… Makumba disait dans le chat qu'il voulait te remercier pour la conférence et qu'il n'avait plus de questions à te poser. Merci pour ta brillante… je pensais qu'il avait une question parce que après le temps, on ne le permet pas parce qu'il avait fait une remarque et je voulais discuter avec lui de cette remarque-là, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, il suggérait que peut-être les gens de la maison, mais pas dans le sens littéral, il faut comprendre les gens de la famille. C'était ce commentaire-là auquel vous faisiez référence? Oui, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez, Makumba, s'il vous plaît? Oui, bonsoir à tout le monde, parce qu'il fait nuit ici, je suis actuellement à Mayotte, donc il est 19h presque. Oui, bon, je vous entends très bien, je n'ai pas de questions, je voulais juste vous remercier et adresser mes félicitations pour cette belle intervention que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt. Tout à l'heure, j'étais juste parti 2 secondes pour couper, voilà, et c'était le temps que vous demandiez si j'étais là. Mais j'ai tout suivi et c'est très, très pertinent. Donc, bon, concernant cette remarque, c'est juste, vu que vous disiez que ça vous semblait un peu ambigu, donc, Ahlul Bayt, le mot Bayt en arabe, donc, signifie maison, mais signifie aussi chambre. Et le sens, voilà, donc le sens théologique dans ce terme, Ahlul Bayt, vient du Coran. Innama yuridullahu liyuzhaba ankum rijza Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, dans ce sens, c'est les gens du même sang que le prophète. Ça veut dire, en Wolof, on dit guignon. Donc, guignon qui signifie ceinture, mais dans ce sens signifie le lignage paternel. Donc, Ahlul Bayt signifie les gens de la même paternité, donc de la lignage paternité comme le prophète. Donc, c'est dans ce sens que les chiites parlent de Ahlul Bayt. Et pour revenir, il y a un livre de Cheikh Shahidi, je crois, de Mohamed Baqir Sadr, qui s'appelle « Qui sont les Ahlul Bayt » Manhum Ahlul Bayt, qui traduit explicitement ce terme et qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement sur ce terme. Sinon, la présentation est très, très pertinente et je vous en félicite. Non, merci. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et surtout, j'ai fait un peu de la publicité concernant les étudiants sénégalais, aussi les chiites sénégalais. À l'issue de leurs études après les écoles chiites, sur leur voyage en Irak, j'ai publié un article qui est sorti cette année sur l'Irak, voilà, Nadjaf, la terre d'accueil des étudiants sénégalais sur le continent méditerranéen. Ok. Bon, merci pour le propos et pour celles et ceux qui sont présents. Donc, je tiens à souligner, c'est la première fois qu'on se voit. Donc, même si j'ai déjà lu les travaux de Makumba, ça va de soi que lorsque je travaille sur le schisme, lorsqu'on travaille sur le schisme, donc il est un des rares, en tout cas, à investir cette problématique, lui et Mara. Donc, j'ai lu ces travaux avec beaucoup d'intérêt qui sont très intéressants et bien évidemment, je vous en félicite et vous remercie aussi pour le commentaire. Bon, après, moi, ce qui explique
ces commentaires, cette remise en question des concepts, ça, c'est lié à ma formation de philosophe, parce que j'ai fait de la philosophie et de la communication. Donc, j'aime bien, disons, mettre à l'épreuve les concepts pour voir si ça a du sens. Donc voilà, c'est tout simplement dans ce sens-là, mais merci pour la précision. Très bien, et on va prendre donc la dernière question de Bissirou Gaï. Oui, Bassirou Gaï, oui. Bassirou, oui. Bassirou Gaï, ouais. Oui, c'est ça. Merci, Bassirou Gaï, malien. Oui. Ah, ok. Oui, Bamako, c'est ça? Actuellement, je suis au Sénégal. Ah, vous êtes au Sénégal, ok. Mais Au Sénégal, c'est ça. Okay. Merci beaucoup de la présentation, elle est assez intéressante. Alors, c'est dans le prolongement de la discussion que vous avez eue avec Bourema Diomandé. Moi, je veux savoir concrètement comment les sites au Sénégal s'organisent dans leurs pratiques culturelles quotidiennes, dans la mesure où ils sont quand même dans un pays où ils sont assez significatifs politiquement, économiquement, les organisations confrériques. Donc, moi, je veux savoir, le fait qu'ils soient en situation de minorité, est-ce que ces sites s'inscrivent dans des compromis, dans la réinvention de certaines pratiques? Par exemple, s'il y a des pratiques qui sont de mise dans des pays comme Irak, comme Iran, et même dans d'autres pays de la sous-région, maintenant, ils sont au Sénégal, ils essaient de réinventer cela, ils essaient de changer, de s'adapter à leur situation de minorité. Moi, je veux savoir cela de façon un peu plus concrète, quoi. Voilà, donc, cher Bassirou, merci pour la question. Oui. Bon, Macoumba est là, donc si je me trompe, Macoumba pourra bien évidemment prendre la parole parce que lui, je pense qu'il a fait de l'ethnographie qui a duré plusieurs mois, voire plusieurs années peut-être donc, sur cette communauté, il me semble. Donc, moi, lorsque je parle de minorité, et je pense que Macoumba sera d'accord avec moi, c'est-à-dire les chiites ne sont pas dans une situation de minorisation au sens philosophique du terme. C'est tout simplement une minorité numérique. Donc, lorsqu'on parle des chiites du Sénégal, ce n'est pas une population qui est persécutée, qui est ostracisée, qui est stigmatisée, tout simplement. Donc, en termes de pratique, je pense que ce sont des gens qui pratiquent de manière très, très libre et avec beaucoup de plaisir, disons, donc les cultes donc, auxquels, disons, ces chiites se réfèrent. Et je me rappelle avoir échangé avec le fils du shérif Ali Haïdara, shérif Al-Hassan, donc au mois de... Nous avions pris en verre ensemble à Dakar, et lorsque nous avions évoqué le concept de tahiyya, donc qui est un concept qui est admis dans le chiisme, qui est pratiqué dans d'autres pays par des chiites, mais des chiites qui sont persécutés. Et Macoumba, shérif Al-Hassan me disait, aujourd'hui, ce n'est pas pertinent au Sénégal de parler de tahiyya, de dissimulation, de logique de dissimulation, voire de logique de discrétion de son affiliation au schisme. Parce que les chiites, même s'ils sont minoritaires, il n'y a pas de chiffres, donc en tout cas officiels, sur cette communauté. Ce sont des gens qui sont acceptés, qui sont reconnus, qui sont légitimes et qui ne souffrent d'aucune forme de discrimination. Donc sur ce point, c'est ce que je peux avancer. Après, je ne sais pas si Macoumba, s'il est encore présent, a fait le même constat, mais il me semble qu'on ne peut pas parler de discrimination. C'est une communauté comme une autre communauté. La seule différence avec les sunnites, c'est que les sunnites sont majoritaires et les chiites sont minoritaires, mais c'est une communauté qui est parfaitement. C'est exactement ça, parfaitement. Vous avez parfaitement raison. Ouais. Oui, il n'y a pas de pratique de taqiyya au Sénégal. De taqiyya au Sénégal, ce n'est pas pertinent, voilà. S'il y avait, Mousdaïr a complètement fait disparaître ces pratiques parce qu'actuellement, ils sont connus, acceptés et il n'y a pas de crainte qui pousserait à cette pratique. Bon, d'autant plus que quand même, un autre aspect qui est important à souligner, les chiites avant tout sont des musulmans. Oui. Les sunnites sont musulmans, les chiites sont des musulmans. Au Sénégal, nous avons des chrétiens, nous avons des athées, et ces chrétiens et ces athées également sont acceptés. Il n'y a pas de discrimination donc, envers eux. Très bien, donc merci Mohamed pour cette présentation qui a été très éclairante. Merci également à Clara Woffel, co-coordinatrice de la chaire ICAO, pour avoir organisé cette conférence. Et merci aussi également à l'ensemble des personnes participantes pour toutes vos questions et vos commentaires très enrichissants. Pour conclure, je vais juste vous informer sur la prochaine conférence de la chaire ICAO qui aura lieu le 4 mai à 12h45, heure du Québec.
Et notre conférencière invitée sera Eso Nome Rose de Lima, qui est historienne, enseignante, chercheuse à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Elle a soutenu une thèse de doctorat en histoire culturelle à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en 2012, qui a porté sur le fonctionnement des entités sociales endogènes africaines, notamment celle des Haute-Zoukrou, un peuple lagunaire du sud de la Côte d'Ivoire. Et sa présentation s'intitulera, dans la perspective qui a été ouverte par ses travaux de thèse, l'islam en pays d'Haute-Zoukrou, trajectoire et perception. Donc on se donne rendez-vous peut-être le 4 mai et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Voilà. Merci à tout le monde, merci à Boris, merci à Clara, merci à Laurence qui est absente, mais également à Marie-Nathalie. En tout cas, c'était un plaisir en tout cas, je vous remercie. Voilà, très bonne journée à ceux qui sont à Montréal, donc très bonne fin de journée pour tous les autres et très bonne soirée à Macumba qui se trouve en Mayotte. C'était un plaisir partagé, merci beaucoup Mohamed. Ok, merci, au plaisir, à très bientôt.